Après plus d'un an de cavale en Thaïlande, un Français de 36 ans recherché pour trafic de drogue a été arrêté sur l'île de Koh Samui. Il s'était réfugié dans le royaume pour échapper aux poursuites judiciaires. Comme le montrent de nombreuses affaires similaires, la Thaïlande n'est plus le refuge qu'elle était autrefois pour les criminels étrangers, qui pouvaient y mener une vie paisible loin de la justice de leur pays. Aujourd'hui, certains sont arrêtés dès leur arrivée à l'aéroport, d'autres grâce aux nombreuses caméras de surveillance ou, comme dans ce cas, grâce à la déclaration obligatoire de leur adresse par le propriétaire du logement auprès des services d'immigration. Le 6 août 2025, les agents de l'immigration de Suratani ont interpellé le fugitif dans sa chambre louée à Koh Samui. L'arrestation de Jordan, nom de famille non communiqué, résulte d'une coopération entre le Bureau de l'immigration et l'ambassade de France, qui avait sollicité l'aide des autorités thaïlandaises pour le localiser. Les enquêteurs ont vérifié les registres d'hébergement, conformément à la loi thaïlandaise sur l'immigration, qui impose aux propriétaires, bailleurs ou gérants d'hôtels de déclarer tout client étranger dans les 24 heures suivant son arrivée. Les recherches ont mené à une chambre louée à Ban Lamé, dans le sous-district de Marais, district de Koh Samui. Lors de la surveillance, les agents ont constaté que Jordan se montrait particulièrement prudent et avait quitté les lieux. L'équipe a donc poursuivi la filature pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que le suspect revienne discrètement dans sa chambre. Les forces de l'ordre sont alors intervenues pour l'arrêter. Jordan n'avait pas de passeport sur lui. La vérification biométrique a révélé que son permis de séjour avait expiré depuis le 5 août 2024, soit un dépassement de 365 jours. En Thaïlande, un tel dépassement entraîne des amendes, une possible détention et une interdiction d'entrée sur le territoire. Le suspect a été conduit au poste de police de Beaufut pour y être jugé. Une fois la procédure terminée, il sera inscrit sur la liste noire des personnes interdites d'entrer en Thaïlande et extradé vers la France pour répondre des accusations de trafic de drogue. Le lieutenant général de police Phanuma Boonlaksa, commandant du bureau de l'immigration, a précisé que la surveillance des ressortissants étrangers présentant un comportement indésirable a été renforcée. Les autorités thaïlandaises collaborent désormais plus étroitement avec les pays d'origine pour identifier les criminels qui utilisent la Thaïlande comme refuge, base d'opération ou lieu pour blanchir leurs activités, afin de les appréhender plus rapidement. La Thaïlande met fin à 67 ans d'interdiction du poker, relançant le débat sur la légalisation des casinos et ses effets économiques. Si le poker est reconnu comme un sport dans de nombreux pays, sa dépénalisation en Thaïlande s'inscrit dans un contexte politique plus large, lié au projet de complexe de divertissement. Le 30 juillet 2025, le Premier ministre par intérim et ministre de l'Intérieur, Phantam Wechayachai, a signé un décret abrogeant une directive datant de 1958, ouvrant la voie à des modifications législatives pour dépénaliser le poker. Des critiques, notamment de membres du parti Bumjete et d'opposants à l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, accusent le feu Thaï au pouvoir d'utiliser cette réforme comme étape vers la légalisation des casinos. Mesure controversée du plan économique visant à stimuler la croissance grâce au complexe de divertissement. Certains estiment même que le projet de légalisation des casinos a pu contribuer aux tensions récentes avec le Cambodge, un CEN souhaitant protéger les casinos cambodgiens en affaiblissant le gouvernement thaïlandais. Le 7 août, Phantam a défendu sa décision, rappelant que la réglementation en vigueur datait de plus de 67 ans. Il a souligné que le poker est reconnu comme un sport par les instances internationales et que la Poker Sport Association thaïlandaise milite depuis longtemps pour sa reconnaissance, afin de permettre la participation à des compétitions officielles. Un comité de surveillance juridique a été mis en place et les activités liées au poker resteront soumises à l'autorisation des autorités provinciales et du ministère de l'Intérieur. Selon lui, il ne s'agit pas d'un projet motivé par des intérêts privés mais d'une réponse aux recommandations de l'association sportive de poker. Le débat autour du poker reflète la controverse plus large sur la légalisation des casinos. Les partisans estiment qu'une régulation permettrait de réduire les jeux illégaux, de limiter la corruption policière et de générer des recettes fiscales. Les opposants craignent, eux, une hausse de la dépendance et des problèmes sociaux. Le 9 juillet, le gouvernement Pheu Thai avait déjà retiré un projet de loi sur les complexes de divertissement incluant la légalisation des casinos, après le départ du parti Bumjete de la coalition.
Son leader, Anutin Charnvirakul, avait profité de l'occasion pour attaquer la première ministre Paetongtarn Shinawatra, l'accusant d'ignorer les avertissements du président chinois Xi Jinping contre la légalisation des jeux d'argent, et attribuant cette politique à la baisse du tourisme chinois en Thaïlande. Paetongtarn avait rejeté ces accusations. Krisadat Antertit, secrétaire du ministre du Tourisme et des Sports, a rappelé que le poker est un sport stratégique pratiqué par des professionnels, et que l'autorité thaïlandaise des sports l'a déjà reconnu officiellement. Il a insisté sur la nécessité d'expliquer au public que le poker n'est pas un simple jeu de hasard mais une discipline nécessitant compétences et stratégie. Selon lui, la dépénalisation permettrait d'accueillir des tournois internationaux en Thaïlande, générant jusqu'à 10 milliards de bahts, environ 275 millions de dollars, par an et créant plus de 1000 emplois, notamment dans le tourisme et les services, tout en attirant une clientèle internationale à fort pouvoir d'achat. La Thaïlande et le Cambodge ont conclu un accord historique sur un plan de cessez-le-feu en 13 points pour apaiser les tensions à leurs frontières. L'accord a été officialisé le 7 août lors d'une session ministérielle extraordinaire du Comité général de la frontière, GBC, à Kuala Lumpur, après 3 jours de négociations intensives. La délégation thaïlandaise, dirigée par le général Nataphon Phanit, ministre de la Défense par intérim, et celle du Cambodge, conduite par le général Tisseya, était accompagnée d'observateurs venus de Chine, des États-Unis et de Malaisie, cette dernière assurant la présidence de l'ASEAN et jouant un rôle de facilitateur neutre. Après plus d'1 heure de discussion, les 2 pays ont adopté à l'unanimité le protocole de cessez-le-feu. Les principales dispositions du protocole. Les 2 pays s'engagent à respecter un cessez-le-feu total, incluant l'interdiction de toute attaque contre civils, biens civils et objectifs militaires. Éviter tout tir non provoqué et maintenir les positions militaires telles qu'elles étaient le 28 juillet 2025 à 24 heures, sans mouvement ni renfort de troupes. Ne pas entreprendre d'actions provocatrices, y compris toute intrusion dans l'espace aérien ou sur le territoire de l'autre pays. S'abstenir de construire ou renforcer des infrastructures militaires en dehors de leur territoire. Traiter les soldats capturés conformément au droit international humanitaire, en assurant leur rapatriement après la fin des hostilités. Échanger les dépouilles de manière rapide et respectueuse, dans le respect des principes humanitaires. Communiquer rapidement en cas d'incident armé afin d'éviter toute escalade. Maintenir un dialogue régulier entre zones et unités militaires le long de la frontière. Organiser une réunion du Comité régional des frontières, CRF, dans les 2 semaines suivant l'accord. Préserver des lignes de communication directes entre les ministres et les chefs des forces de défense. S'abstenir de diffuser de fausses informations afin de réduire les tensions et favoriser un climat propice au dialogue. Mise en œuvre et suivi. Une équipe d'observateurs de l'ASEAN, composée d'attachés militaires basés en Thaïlande et au Cambodge et dirigée par la Malaisie, sera déployée pour surveiller l'application du cessez-le-feu. Chaque pays désignera ses observateurs en concertation avec la Malaisie, et ceux-ci n'auront pas à franchir la frontière. Le général Nataphon a souligné que cet accord est une étape vers le retour à une coexistence pacifique, ajoutant que les 2 nations partagent une frontière et un intérêt commun à préserver la stabilité. Les 2 parties ont annoncé de nouvelles discussions dans 2 semaines, puis dans 1 mois, exprimant l'espoir que ces engagements permettront de rétablir durablement la paix le long de la frontière. Malgré la signature d'un accord de cessez-le-feu, la Thaïlande et le Cambodge n'ont pas réussi à s'entendre sur le démantèlement des centres d'appel frauduleux. Ces structures, opérant depuis le territoire cambodgien et bénéficiant selon de nombreux rapports d'une protection gouvernementale, utilisent des personnes kidnappées et torturées pour escroquer des victimes dans les pays voisins. Chaque année, de nombreux Thaïlandais en sont victimes. Phnom Penh a choisi de reporter les discussions sur ce sujet, ainsi que sur le déminage des zones frontalières, à une prochaine réunion. Un cessez-le-feu, mais des points sensibles différés. Le 7 août, représentants thaïlandais et cambodgiens se sont retrouvés en Malaisie lors d'une session extraordinaire du Comité général de la frontière, GBC, pour tenter de résoudre les tensions frontalières et prévenir de nouveaux affrontements. La rencontre s'est conclue par un accord de cessez-le-feu, mais le ministre thaïlandais de la Défense par intérim, le général Nataphon Phanit, a indiqué que ces 2 propositions, le déminage et le démantèlement des réseaux frauduleux, avaient été repoussées à plus tard.
Il a néanmoins réaffirmé l'engagement de la Thaïlande à maintenir un dialogue sincère et des relations de bon voisinage, en espérant que le Cambodge adoptera la même attitude. Les centres d'appel, possible origine des tensions. Le conflit actuel a débuté après un incident frontalier le 28 mai, lorsqu'une fusillade au col de Chong Bok, dans la province thaïlandaise du Bon Ratchathani, a coûté la vie à un soldat cambodgien. Peu après, des observateurs ont affirmé que Phnom Penh cherchait à détourner l'attention alors que la famille de Hun Sen, président du Sénat et père du Premier ministre Hun Manet, faisait l'objet d'une enquête américaine sur les centres d'appel frauduleux. Hun Sen a également rompu ses liens avec Thaksin Shinawatra en divulguant une conversation privée avec la première ministre Paetongtarn Shinawatra, ce qui a entraîné sa suspension. Cette manœuvre aurait visé à empêcher la légalisation des casinos en Thaïlande, afin de protéger les casinos cambodgiens utilisés pour blanchir les revenus des escroqueries. Avant sa suspension, Paetongtarn avait lancé une offensive contre ces réseaux, affirmant, sur la base d'un rapport de l'ONU, qu'ils représentaient entre 40 et 60% du PIB cambodgien. Cette campagne aurait coûté des milliards au Cambodge et contribué à la détérioration des relations bilatérales. Les affrontements qui ont causé des victimes civiles des deux côtés pourraient ainsi être liés à cette pression accrue sur les centres d'appel. Priorité à la sécurité et à la paix. Le général Natafon a évoqué la situation des habitants réfugiés dans les provinces frontalières, précisant que les conditions variaient selon les zones. Les autorités locales et militaires doivent désormais évaluer si un retour à domicile est possible en toute sécurité. Des experts, tels que Panitan Watanayakorn, estiment que des mécanismes supplémentaires dans le cadre de l'ASEAN pourraient être nécessaires si le Cambodge ne respecte pas l'accord. Selon lui, la diplomatie implique une certaine confiance, mais celle-ci doit être encadrée par des mesures concrètes pour garantir les résultats. L'ancien porte-parole adjoint du gouvernement, Wirachon Sukondapati-Park, a insisté sur le fait que l'objectif principal reste le rétablissement d'une vie normale pour les habitants, la réduction des violences et la préservation de la sécurité et du moral des populations. Les autres négociations relevant d'un calendrier ultérieur.